L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonsoir et bienvenue dans Afrique Soir, les titres. Après 11 jours de négociations, les autorités de transition de Bamako et les groupes armés ont paraphé ce mardi un texte intitulé « Accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali ». Nous serons tout à l'heure avec notre correspondant depuis Ouagadougou pour en parler. Et toujours avec la célébration de la journée de l'enfant africain au Gabon, le gouvernement et les partenaires au développement sont engagés à protéger les enfants contre toutes les pratiques sociales néfastes. Et puis dans Mardi Sport, vous aurez le match Tahiti-Nigeria dans le cadre de la Coupe des Confédérations. Les guerriers de fer se sont inclinés 6-1 face aux champions d'Afrique. Tout à l'heure, ça sera avec Aminata Mariko. Bonsoir Aminata. Bonsoir Mahmoud Kabadjati. Voilà, bienvenue dans cette édition. Ça y est, c'est fait. L'accord tant entendu entre le gouvernement malien et les mouvements armés Touareg a été signé cet après-midi à Ouagadougou. Désormais, il n'y a plus d'obstacle à la tenue de la présidentielle à Kidal et au retour de l'armée et de l'administration dans la 8e région du Mali. Pour en parler, nous avons en direct de Ouagadougou Jonas Bazier, notre correspondant. Bonsoir Jonas. Alors Jonas, parle-nous un peu de cet accord qui vient d'être signé. Alors, il faut dire que la fumée est enfin blanche. Un accord a été signé entre les différentes parties et ça s'est déroulé sous l'œil, bien sûr, de la médiation. En fait, il s'agit d'un document d'une vingtaine d'articles regroupés en 3 chapitres. À l'intérieur, les parties se sont entendues sur la question de l'intégrité du territoire malien, l'organisation effective des élections sur l'ensemble de ce territoire-là, y compris à Kidal, sur le redéploiement de l'administration. Et en son chapitre 3, le document indique les dispositions prises pour sa mise en œuvre effective, comme la création d'un comité de suivi qui sera composé des représentants du gouvernement malien, de l'Union africaine, de la CEDEAO et bien sûr d'autres acteurs. Alors Jonas, est-ce qu'il y a eu des réactions à l'issue de la cérémonie? Tout à fait, Kaba. Alors, il faut d'abord dire que pour arriver à ce texte final qui devrait en principe être parachevé par un autre après les élections pour un règlement définitif de la crise, toutes les parties, bien entendu, ont dû faire des concessions. Alors, le médiateur, son Excellence Blaise Compaoré, a d'abord salué les efforts des deux parties et a souhaité la mise en œuvre effective de cet accord-là. Et quant à la partie malienne, elle a tout simplement estimé que ce jour était un jour assez mémorable parce que enfin on a abouti à quelque chose, à un accord qui a été paraphé par l'ensemble de la communauté internationale et par l'ensemble des groupes armés. Et justement ces groupes armés qui, lorsqu'elles ont pris la parole, ont essayé, ont en tout cas souhaité tout simplement la mise en œuvre effective aussi de cet accord-là, afin que l'ensemble de la communauté internationale, l'ensemble, tout le monde entier puisse savoir que le Mali est aussi bien capable d'une petite violence, mais aussi et surtout capable de paix. Merci Jonas pour toutes ces précisions. Merci. Voilà, c'est l'information du jour. Ça y est, l'accord tant entendu entre le gouvernement malien et les mouvements Touareg armés a été signé cet après-midi à Ouagadougou. Partons à présent avec notre page spéciale présidentielle au Mali.
À 1 mois et 10 jours précisément de la présidentielle au Mali, censée se tenir sur toute l'étendue du territoire, on estime à 4 millions le nombre de Maliens de la diaspora. À l'approche de l'échéance, les questions restent toujours aussi nombreuses, dont justement le vote des Maliens de l'extérieur. À ce sujet, écoutons le ministre des Maliens de l'extérieur, Demba Traoré. Le processus du RAVEC a été lancé il y a plus de 3 ans et c'est un processus qui consistait à faire un recensement à vocation d'état civil. Et sur la base de ce recensement, il était prévu qu'on extrait un fichier biométrique pour les besoins des élections. Ce processus, malheureusement, n'avait pas pu prendre fin à un moment donné. Avec la crise que nous avons connue, nous avons une estimation de 4 millions de Maliens à l'étranger. Alors, sur ces 4 millions établis à l'étranger, nous avons, comme je l'ai dit, 250 000 Maliens de l'étranger inscrits sur le fichier biométrique. Dans le cadre du séminaire de renforcement des capacités de la commission électorale indépendante du Mali qui s'est ouvert ce lundi à l'hôtel Salam de Bamako, le ministre des Affaires étrangères du Bénin qui présidait la cérémonie d'ouverture a donné un conseil aux participants par rapport à la corruption pendant le processus électoral. Je vous propose de l'écouter au micro de Diakadija Tangara. Les capitales du monde entier ont les yeux tournés vers le Mali. Vos élections seront particulièrement observées. Je voudrais aussi évoquer ici la question lancinante de la corruption électorale, la corruption des instances électorales. Je voudrais dire ceci, et je parle en toute connaissance de cause, pour avoir été superviseur général de la commission politique de supervision pour la réalisation de la liste électorale permanente informatisée dans mon pays. Je sais à quel point vous êtes soumis à des tentations. Je sais à quel point vous devrez résister. Lorsqu'on parle de transparence, on parle d'intégrité d'un processus. L'intégrité commence d'abord par les acteurs. Il n'y a pas pire corruption que la corruption électorale parce qu'elle est déstructurante, parce qu'elle détruit l'État, parce qu'elle détruit des vies humaines, parce qu'elle détruit tout idéal de reconduction et de reproduction du corps social dans son intégralité. C'est dans une ambiance festive que le candidat de l'Union pour la République et la démocratie a été accueilli à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. À travers un meeting géant, les militants ont promis à Soumaïla Cissé de lui accorder leur voix le 28 juillet prochain. Envoyés spéciaux Aminata Mariko et Moussa Bari. Dévoués à la cause du candidat de l'Union pour la République et la démocratie URD, les sections, sous-sections et clubs de soutien de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso ont mis les petits plats dans les grands à travers un imposant défilé dans les rues de la capitale régionale pour accueillir Soumaïla Cissé. L'invité du jour a échangé avec les militants sur les enjeux des échéances électorales, les difficultés des Maliens de la diaspora et les solutions de sortie des crises qui traversent le Mali. Pas individuel, c'est un combat pour le Mali. Mais c'est aussi un combat pour l'Afrique. Nous sommes convaincus aujourd'hui qu'aucun pays seul ne peut s'en sortir. Nous sommes convaincus aujourd'hui, plus que jamais, sur le credo que j'ai défendu pendant 9 ans, qu'il faut l'intégration africaine. Je suis convaincu aujourd'hui que sans l'intégration africaine, nous n'irons nulle part. C'est pour ça que nous devons tous nous donner la main. C'est le logo de l'URD que nous avons mis comme slogan. Nous voulons la retrouver, cette fierté. Nous voulons être fiers de nos vieux empires. Nous voulons être fiers de nos anciens empereurs. Nous voulons être fiers de ce qui a fait la grandeur de ce pays, de ce qui a fait le Mali, tout simplement. Un pays riche de sa culture, un pays riche de sa diversité, un pays riche de son histoire. Dans une ambiance festive, les militants du Faso ont démontré la vitalité du parti dans la localité, leur engagement et leur adhésion aux idéaux de leur idole. Nous avons la pleine certitude que le Mali, dans tes mains, est sur la voie du développement. Nous étions avec vous, Monsieur le Président. Nous sommes avec vous aujourd'hui et nous serons avec vous, quel que soit là avec vous, nous serons avec vous à Koulouba. Inch'Allah.
Comme à l'accoutumée, Soumaïla Cissé et sa délégation ont rendu visite aux notabilités du pays et ont tenu à rencontrer les Maliens qui ont trouvé refuge à Bobo-Dioulasso lors de la crise du Nord Mali. Le candidat a offert une enveloppe de 2 millions CFA en guise de solidarité. C'est sur une note d'espoir que Soumaïla Cissé a quitté le Faso pour le nord de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le transport des charrettes devient de plus en plus récurrent dans cette localité. Utilisé pour le déplacement de certaines marchandises, le marché des charretiers est bien présent, entraînant avec lui toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de ce métier qui font tout pour éviter la concurrence des chauffeurs de taxi bagages. Le reportage de Mariam Mbengue Faye. Face à la cherté du coût de la vie et les difficultés auxquelles sont confrontées les populations, certaines personnes sont obligées de faire recours au transport de charrettes pour gagner leur vie. Chaque jour, Moussa Sen sillonne les rues de Dakar à la recherche de clients, un métier qui n'est pas de tout repos. Des fois, on nous loue, des fois on se promène jusqu'à trouver un client. Il peut arriver que quelqu'un nous appelle pour nous donner du travail. Beaucoup de charretiers ne restent pas sur place et se déplacent plus souvent pour avoir parfois 1000 francs ou 2000 jusqu'à 16 heures. Ces charretiers originaires de Bambey, Diouroup et Mbafay pour la plupart et qui cherchent de quoi nourrir leur famille se plaignent de la présence des taxis-bagages qui ne font que ralentir leur travail et diminuer leurs bénéfices. On a toujours des problèmes avec les conducteurs de taxi-bagages. Certains clients préfèrent les taxi-bagages, non seulement pour la rapidité, mais également pour le prix dérisoire qu'ils acceptent, parce qu'ils se déplacent plus vite que nous. Ils peuvent accepter 1000 francs ou 1500, et si le client choisit la charrette, il peut payer entre 2500 et 3000, ou même 7000, sans dépend. Les populations environnantes, quant à elles, déplorent la présence de l'insalubrité causée par la présence de ces charretiers qui ne font qu'encombrer leur décor. Si la présence nous gêne parce que déjà il y a les odeurs, il y a les bruits, tout ça. Bon, ça dérange tout le monde, on va dire. Tout moi je peux dire, je parle au nom de tous les gens du quartier, ça dérange. Effectivement, les conducteurs de charrettes devraient nettoyer l'endroit où ils exposent leurs cheveux, l'entretenir de temps en temps, ne serait-ce que pour leur santé. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Ces vendeurs de fer et de ciment installés au Sacré-Cœur 3 sont nombreux à se réjouir de la présence de ces charretiers au niveau de leur localité. On a besoin de ces charretiers qui nous aident pour le transport des produits de nos clients. Ils sont nos amis et nous donnent même parfois gratuitement certaines courses. Vous saviez que ce n'est pas facile pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de bénéfices et on doit payer le magasin, les enfants qui nous aident. Ça ne sera pas facile. Et si on veut ensuite retirer le prix du transport, on aura des problèmes. En tout cas, même si le gouvernement du Sénégal compte revoir la situation des charretiers qui sont installés un peu partout à Dakar, les charretiers, eux, se frottent bien les mains. Ils sont nombreux à faire beaucoup de réalisations grâce à ce métier.
Célébration en différé de la journée de l'enfant africain au Gabon pour l'édition 2013. Le gouvernement et les partenaires au développement sont décidés à protéger les enfants contre les pratiques sociales néfastes. L'événement organisé pour les enfants et par les enfants s'est déroulé ce matin dans l'enceinte du séminaire Saint-Jean de Libreville. Les explications d'Ismaël Obiangze, Thierry Menza et Yannick Edou. Tu es tombé comment? Comme une pomme. Tu as eu mal? Non, tu es tombé dans l'air. Des scénettes et des sketchs pour dénoncer ce qui doit l'être à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de l'enfant africain. Nous sommes des enfants et nous avons des droits qui doivent être respectés. Nous remercions toutes les personnes qui luttent chaque jour afin que ces pratiques néfastes telles que les violences sexuelles sur les mineurs, la traite, le travail des mineurs, les crimes dits rituels, les enfants sans acte de naissance, mariage précoce, abandon des enfants et bien d'autres encore. Nous demandons au gouvernement de voter beaucoup de lois en faveur des enfants pour nous protéger contre toutes ces mauvaises pratiques. Célébrer en différé sous le thème « Éliminer toutes les pratiques sociales et culturelles néfastes, notre responsabilité collective ». Cette journée a été l'occasion pour l'Église de dire haut et fort le rôle combien salutaire et important de l'enfant dans une société. Pour l'UNICEF, il est temps que ces pratiques qui mettent en danger l'avenir de l'enfant prennent fin. Ces pratiques sociales et culturelles néfastes sont certes profondément ancrées dans nos coutumes et ont des racines plus longues, mais si elles persistent, c'est souvent parce que personne ne les remet en question. Il s'agira donc désormais pour les gouvernements de renforcer leur politique de protection de l'enfance à travers des actions soutenues. Grâce à la matrice nationale des indicateurs de protection de l'enfant, aux conclusions des études nationales relatives aux violences faites aux enfants orphelins et vulnérables, aux enfants sans acte de naissance, ainsi qu'aux enfants de la rue, le gouvernement détient depuis 2010 les moyens de livrer cet important combat et de matérialiser son engagement à protéger les enfants d'actes préjudiciables. Instituée le 16 juin 1976, la journée de l'enfant africain, rappelons-le, est née de l'insurrection des jeunes de Soweto en Afrique du Sud qui manifestaient contre une éducation inspirée par l'apartheid. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées par Daouda Kamaté. L'Afrique s'est invitée au sommet du G8 qui a débuté le 17 juin en Irlande du Nord. Plusieurs chefs d'État africains ont été conviés à participer à un déjeuner ce 18 juin. Durant le week-end, David Cameron avait déjà convoqué une réunion informelle avec ses dirigeants sur le thème de la transparence. Alors que le Premier ministre britannique a promis un tournant décisif dans la lutte contre le secret bancaire et la lutte contre l'invasion fiscale, les pays africains souhaitent ne pas être laissés de côté. Beaucoup de multinationales exploitent les ressources naturelles du continent, mais payent pourtant peu d'impôts sur place. La 37e session du comité du patrimoine de l'UNESCO se tient au Cambodge jusqu'au 27 juin 2013. Le cas des mausolées de Tombouctou y a été abordé. L'UNESCO a mené au Mali une mission du 4 au 8 juin dirigée par Lazare Elundou Asmo, chef de l'unité Afrique au Centre du patrimoine mondial de l'organisation culturelle. Et sur place, il a découvert que 14 des 16 mausolées ont été quasiment détruits. Les organisations de défense de la nature dénoncent le massacre de la forêt bissau-guinéenne par des entreprises chinoises. Plus de 800 conteneurs remplis d'essence précieuse attendent actuellement à Bissau d'embarquer pour l'Asie. Depuis 6 mois, les exploitants forestiers ont jeté leur dévolu sur la Guinée-Bissau. Les parcs nationaux n'échappent pas à leur action, ce qui provoque régulièrement des mouvements de contestation dans les campagnes. Les écologistes, eux, dénoncent l'inaction du gouvernement. En République démocratique du Congo, 5 députés ont été invalidés pour absence prolongée le week-end dernier à l'Assemblée nationale. La décision ne fait pas cependant l'unanimité au sein de l'opinion. Nombreux sont ceux qui croient que le pouvoir a un agenda caché en ce qui concerne les députés visés. C'est un non-événement selon l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS.
Le principal parti de l'opposition estime en effet qu'il n'y a pas lieu de commenter le comportement des animateurs des institutions que l'UDPS ne reconnaît pas. Nuit du coton Médine Burkina, la Sofitex, Société nationale du textile, entend ainsi apporter sa contribution à la promotion de la filière. La cérémonie s'est tenue à Bobo-Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays. Dans ce somptueux palais de la culture de Bobo-Dioulasso s'est tenue la toute première édition de la Nuit du coton, une initiative de la Société burkinabé des fibres textiles Sofitex. Dire que la Nuit du coton que nous célébrons ce soir est une nuit de l'excellence, dédiée aux braves producteurs, dont le savoir-faire, le courage et l'abnégation au travail ont permis à la Sofitex d'enregistrer une production de près de 500 000 tonnes de coton-graine sur un total national de 630 000 tonnes au titre de la campagne 2012-2013. Dans ce palais, tous les discours convergent vers le même sujet, l'importance de l'or blanc dans l'économie burkinabé. Je conviens avec vous que notre coton, qui est notre or blanc, est le principal socle de notre économie agricole et le deuxième pilier après l'or. Cette soirée est en réalité l'apothéose d'une série d'activités qui se sont déroulées toute la journée du 15 juin. Elle récompense les meilleurs. Très heureux. Je suis très heureux d'avoir ce prix-là. Beaucoup de choses. Ça se dit que je travaille bien et que je suis amoureux du travail. Le Burkina Faso reste le pays producteur de coton en Afrique au sud du Sahara. Sa production au cours de la campagne 2012-2013 est évaluée à 630 000 tonnes. À présent, mardi sport avec Aminata Mariko. Bonsoir Aminata. Bonsoir Mahmoud Kaba. Alors Aminata, ce soir on parle de football avec la Coupe des Confédérations. Tahiti n'a pas pesé lourd contre le Nigeria. Les guerriers de fer se sont inclinés 6-1 face aux champions d'Afrique. C'est effectivement 6-1. Nous sommes en football, bien sûr. Le Nigeria s'est aisément joué des amateurs de Tahiti en phase de poule de la Coupe des Confédérations. Le champion de la Polynésie française a lâché prise physiquement en fin de partie en encaissant 3 buts de la 69e minute à la 81e minute. Ça se passe à Belo Horizonte, c'est au Brésil. Champion d'Océanie en 2012, petit poussé de la Coupe des Confédérations. Les Toa-Eto ou guerriers de fer de Tahiti, 138e au classement FIFA, ont reçu l'un de leurs paris. Inscrire au moins un but dans cette compétition contre les champions d'Afrique. Avant de marquer contre son camp, Théo avait sauvé l'honneur des Polynésiens en réduisant la marque à 3-1, 54e. Premier buteur tahitien dans une compétition internationale. La naïveté défensive des Tahitiens, l'erreur du gardien Samin, ont été bien profités par les Nigérians. Les buts des Super Eagles ont été marqués par l'attaquant de l'AC Milan, Oudou Amadi, qui a signé un triplé 10e, 26e, 76e. Et Etienne Djilé avec un doublé 5e, 80e. Et le 6e but nigérian a été offert par Jonathan Théou, qui a marqué contre son camp à la 69e. Nandi Oudou Amadi, auteur d'un triplé 10e, 26e, 76e, passe lui en tête du classement des buteurs devant son coéquipier Uwa Echedjile, qui s'est offert un doublé. L'unique but des Toa-Eto ou les guerriers de fer a été marqué à la 54e par le même Jonathan Théou. De justesse, l'équipe de la Polynésie française, invitée pour la première fois à se frotter au plus haut niveau international, évite la plus large défaite de l'histoire de la compétition, 6-0. Brésil-Australie lors de la finale en 1997. Une performance qu'ils tenteront de reproduire jeudi face à l'Espagne. Ok, Aminata, prochain rendez-vous pour le Nigeria. Ce sera l'Uruguay, une rencontre qu'il faudra gagner avant l'Espagne si les hommes de Stéphane Keshi veulent espérer se qualifier en demi. Ok, merci beaucoup Aminata. Merci. Voilà ce qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.
l'Ouest africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.